Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Productivio. Je suis Priscille Livenel, l'animatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Michael Burov. Bonjour Michael. Bonjour Priscille, bonjour à toutes et à tous. Alors Michael va se présenter un tout petit peu plus tout à l'heure. Michael va venir nous parler du co-design et comment est-ce qu'on peut co-concevoir des stratégies d'engagement avec ses clients. Truc passionnant, je suis sûre. Alors, Michael, c'est à toi, dis-nous-en un peu plus sur toi déjà. Ouais, très rapidement, du coup, Michael Burov, moi, ça fait à peu près 3 ans que je suis indépendant et mes gros sujets, c'est à la fois d'un côté la gamification, comment on va utiliser des choses qui marchent dans les jeux, on aura l'occasion d'y revenir pour les mettre dans d'autres expériences physiques, numériques, peu importe, pour engager justement ce sujet de faire passer à l'action, changer les comportements. Et une de mes deuxièmes casquettes principales et qui m'a un peu poussé vers l'indépendance, vers faire les choses autrement, c'est justement la casquette du facilitateur, de la facilitatrice que tes auditeurs connaissent Mm. bien, qui est plus dans effectivement comment on fait avec plutôt que faire pour. Et en particulier, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est d'appliquer l'intelligence collective à faire du design. Alors du design, hein, concevoir des choses ensemble, hein, faisons simple. Ouais. Voilà, et donc en fait, je le fais sur une marque aussi qui s'appelle Feedback avec un K à la fin, en duo avec Alexandre Duhart, avec qui je suis associé. Et où, du coup, on va accompagner pas mal de structures assez diverses sur des enjeux d'engagement. Mhm. Donc, soit directement, soit on forme et on monte les gens en compétences à se saisir de ces outils-là pour le faire. Ok, très bien. Ça m'a l'air passionnant. Alors, concrètement, comment tu t'y prends justement pour co-concevoir ces stratégies d'engagement? Ouais. Euh, En fait, je sais pas, je réfléchis un peu. Je pense qu'il y a un peu deux sujets dans le sujet. Effectivement, il y a la question de c'est comment on fait de Mm. l'engagement et la question du co-design. Peut-être je vais Ouais, rentrer d'abord par l'angle du co-design. ça marche? Effectivement, en fait, on va s'appuyer pas mal sur des étapes classiques qu'on va retrouver dans les approches centrées utilisateurs. Donc, la plus courante, celle dont vous entendrez le plus parler souvent, c'est le design thinking. Et en fait, on va rythmer, on va mettre en fait on va déjà réunir tout le monde autour de la table, c'est mieux hein, pour concevoir ensemble, donc avec les clients, idéalement même avec les clients de mes clients, si on peut avoir le public qu'on va essayer d'impliquer, si on peut avoir des clients finaux, des utilisateurs, c'est encore mieux. Et Mhm. en fait, on va de façon structurée passer vraiment différentes étapes qui vont de quels sont les objectifs qu'on cherche à atteindre, pour qui, et ensuite des phases d'idéation, donc plus des phases où on va essayer d'ouvrir les possibles, mais aussi, vous connaissez toutes et tous sans doute ces moments où on a trop d'idées, on ne sait plus avancer, on tourne en rond, mais aussi des phases de convergence, de jalons, où on va justement trier, prioriser, choisir quelques idées. Mhm. Euh, du coup, par exemple, concrètement, si je sais pas, je réfléchis en même temps. Si on disait, je veux réfléchir à un dispositif pour impliquer, par exemple, je prends un sujet qu'on a eu, je veux impliquer des publics étudiants à s'intéresser et à générer des idées pour un budget participatif. Bon, quels sont nos objectifs? Je viens de les dire à peu près. Quelles sont nos contraintes? En fait, on peut les atteindre dans la résidence, on peut les atteindre au restaurant, à chaque fois dans des temps assez restreints. Donc là, je vous fais pas le détail, ça prendra du temps, mais l'idée, c'est de se questionner avec les bonnes personnes et peut-être même avec les étudiants sur c'est quoi les bons formats, les contraintes, comment Mhm. on y va. On va se dire aussi, tiens, à qui on s'adresse? On s'adresse peut-être plus à des étudiants qui sont en train de faire des projets d'avenir, qui sont dans telle filière, qui sont voilà, pareil, il faut creuser hein, avec toutes les méthodos qui vont bien. Et effectivement, après, on va se dire, tiens, quelles seraient nos idées là-dessus? Et donc là, on va avoir des phases. Alors, le classique qu'on connaît généralement, c'est le brainstorming. Se dire, tiens, Donc après, il y a plein de façons de bien organiser un brainstorming et de l'outiller. Et donc, on va commencer à se dire, par exemple, tiens, le format qu'on aimerait bien, c'est un grand panneau. Tiens, il pourrait avoir une espèce de jauge qui se remplit au fur et à mesure qu'il donne des idées. Et puis, en fait, on se dit, mais parfois, il bloque, en fait. Et donc, on va se dire, tiens, un truc qui est parfois bien pour débloquer les gens, c'est des petites cartes à jouer, c'est des choses comme ça. Mhm. Donc, voilà, vraiment sur un fil très rapide, effectivement,
L'idée, là, c'est de faire toute cette partie que je viens de vous dire en concentré sur un atelier, sur une journée, sur 2 jours, ça dépend de l'ampleur des projets. Et ensuite, d'aller assez rapidement aussi prototyper, donc faire quelque chose de physique, faire quelque chose ou une maquette numérique pour voir si ça marche aussi. Ça reste beaucoup aussi dans ces méthodos, quelque chose qu'il faut confronter au terrain, regarder ce qui se passe, Mmh. etc. D'accord, et donc toute cette première phase, tu l'as fait donc avec, tu m'as dit le client ou voir le client du client? Ouais, en fait, c'est souvent effectivement un angle assez intéressant qui fait partie de mes parties prises, c'est de dire on va préférer, en tout cas nous on pousse souvent le fait de faire avec eux. On pourrait dire on prend votre problème, on va chez nous, on réfléchit dessus, on vous amène une solution, 2 solutions, vous choisissez, on implémente. Nous, le parti pris est plutôt de dire on va le faire avec vous. De un, parce qu'on connaît moins bien vos publics que vous, forcément. On connaît moins bien aussi vos stratégies profondes, en fait, quand on rentre à des niveaux un peu stratégiques sur un projet interne dans une entreprise, etc. A priori, moi, prestataire externe, je vais pouvoir moins peut-être dire, ah, mais attends, ça, pour quelqu'un qui est commercial dans la boîte, va dire, bah, ça, par rapport à ce qu'on est en train de déployer ou de faire maintenant, ça colle pas. Ou par rapport à la stratégie long terme, ça ne colle pas. Donc voilà, il y a une meilleure connaissance de la stratégie, des clients et des publics. Et, euh, et aussi, nous, ça facilite, en fait, ça crée une certaine culture commune avec nos clients, donc ça Mmh. facilite aussi après l'implémentation, le travail en commun. Souvent, d'ailleurs, on fait une phase de co-design et on fait une phase où on continue à conseiller, envoyer des choses, répondre à des questions après lors de l'implémentation. Mais le fait qu'on ait déployé, donné nos outils, aider les gens à s'approprier, eh ben, ça fait qu'on peut dialoguer mieux dedans. Donc moi, je te dis souvent, le co-design, il y a le produit, vous allez produire quelque chose de meilleure qualité potentiellement. Et de l'autre côté, vous allez aussi produire de l'appropriation, ce qui peut être important, par exemple, si vous le faites avec des publics je reviens à notre dispositif de participation sur les budgets, enfin sur le budget étudiant. Si vous co-designez avec les animateurs du dispositif, ils seront plus à même à prendre le dispositif et à l'animer eux-mêmes s'ils ont participé à sa conception. On est un peu Mmh. tous meilleurs défenseurs de ce qu'on a conçu. C'est clair, c'est clair. Très bien. Et alors, après, une fois que enfin, tu as défini ton atelier, comment est-ce que tu fais intervenir justement, un de tes, sujets favoris, la gamification par exemple? Ou, comment Ouais, ça rentre en jeu? C'est le cas de le dire. ouais, en fait, du coup, donc mon atelier, hein, vous l'avez peut-être, certains se sont peut-être dit, effectivement, c'est assez un process de design thinking classique, des choses comme Mmh. ça, etc. Nous, l'idée sur la gamification, c'est de se dire en plus, et ça va être le cas pour beaucoup de sujets de co-design assez spécifiques où vous amenez aussi une expertise, il faut se dire comment on va rendre ça accessible, comment on va faire que des gens qui ne sont pas experts en gamification puissent, avec nous, concevoir une stratégie de gamification. Mmh. Nous, on va avoir dans les exercices, dans la façon structurée, pas mal de canevas, donc vraiment des bouts de papier avec des cases à remplir, des tableaux, des choses comme ça qui aident à se poser les bonnes questions. On va dire, bah, tiens, qui sont nos joueurs, qu'est-ce qu'ils aiment plutôt comme jeu, on va réfléchir, nous on a une espèce de roue avec 9 leviers d'engagement qui dit c'est quoi qui nous motive dans les jeux. Bon, bah, on va aider les gens avec un petit jeu, on a un petit jeu de cartes un peu sous forme de questionnaire de personnalité en se disant notre persona, il est plutôt challenge ou créativité ou s'immerger dans des histoires. Donc ça, c'est voilà, un autre petit outil pour aider à s'immerger. Puis après, on a les gamificards, du coup, qui sont un outil avec 90 exemples d'idées de gamification triées par différentes choses et qui en fait rend l'expertise accessible de se dire qu'est-ce qui motive dans les jeux, où je vais le mettre ailleurs. Mmh. Par exemple, en fait, souvent, peut-être vous écoutez, vous dites, moi, la gamification, les jeux, en fait, je ne sais pas quoi prendre des jeux pour le mettre dedans. En fait, si ça se trouve, si vous prenez les cartes, il y a une carte barre de progression. Il est très probable que vous ayez déjà vu des barres de progression dans des applis, dans des jeux, dans des choses comme ça. Il y a une carte qui parle, par exemple, du parrainage. Pareil, le système de parrainage pour inciter quelqu'un, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Et peut-être une récompense aléatoire, c'est pas non plus, c'est quelque chose. Donc, en fait, le fait d'avoir des cartes, d'avoir des outils, d'avoir des choses comme ça va rendre votre expertise plus accessible, manipulable, discutable. En fait, on va permettre aux gens aussi de mobiliser ce qu'ils savent déjà, même quand ils ne sont pas experts du sujet. Mmh. Donc voilà, donc en fait, nous, on a vraiment notre process, notre méthodo avec la coloration, entre guillemets, gamification.
donc qui a aussi ses limites en soi, puisque du coup, cette coloration-là, par exemple, du co-design, elle est intéressante pour traiter des problèmes de motivation, d'engagement, de passage à l'action. Elle ne l'est peut-être pas pour traiter, par exemple, j'ai eu cette discussion la semaine dernière, des problèmes de fluidité pure, ce qu'on va trouver dans l'UX design, de dire vraiment, il faut rendre l'expérience la plus fluide possible. Ben, c'est pas juste, c'est pas potentiellement, c'est pas une question de motivation, c'est vraiment plus une question d'expérience utilisateur. C'est des Mhm. choses qu'on fait aussi, mais qui sont moins spécifiques à notre méthode. D'accord. Mais la gamification, du coup, parce que là, je suis un petit peu perdue, elle est Ouais, utilisée dans l'atelier de co-design ou dans l'application? Parce que quand tu me parles, par exemple, de ouais. progression ou de parrainage, c'est pas dans l'atelier de co-design que tu utilises ça. Effectivement, c'était. Du coup, j'ai répondu peut-être. J'ai répondu surtout à comment on applique enfin, comment on fait du co-design en gamification. Effectivement, nous, on va avoir quelques leviers de gamification qu'on utilise dans la façon Ah, dont on ok. anime des ateliers. Et effectivement, moi, j'ai fait. Effectivement, je suis pas mal utilisateur aussi de jeux. Mm, Ben, les gamificards, par exemple, c'est mettre sous forme de cartes, donc mettre une forme ludique, même si c'est pas un jeu à s'approprier des connaissances. Parfois, on utilise des petites cartes avec des rôles pour donner des rôles à chaque mm. participant dans l'atelier pour que chacun s'approprie quelque chose. Un des rôles donc, bah, il y a les rôles classiques comme timekeeper, euh, comme scribe. Donc, effectivement, parfois, on utilise des cartes rôles dans des ateliers de facilitation qu'on facilite, où en fait, chaque participant dans le groupe va s'approprier une carte. Et alors, quelqu'un va devenir le timekeeper, quelqu'un va devenir Mm. le scribe, quelqu'un va devenir maître convivialité. Donc, il est là pour s'assurer que tout le monde aille bien. Et peut-être que quelqu'un est là pour gérer l'équilibre du temps de parole. Pareil, on est sur la gamification assez légère, hein, mais chacun se prend un petit rôle et puis va avoir cette excuse-là quelque part pour dire attendez, moi mon rôle c'est d'écrire, laissez-moi le temps d'écrire, ou moi mon rôle c'est que tout Mm, le monde aille mhm. bien, je vous propose de faire une pause là maintenant. Voilà, donc on va saupoudrer de pas mal de choses dedans. Pareil avec j'utilise beaucoup effectivement des petits jeux de cartes pour dire où on en est sur les émotions, pour Ouais, introduire. Mais voilà, ok. assez léger quand même hein, sur la Mhm. gamification, de la facilitation. Je suis plutôt Donc là, c'est plus la gamification dans les applications finales, en fait. ouais, oui Ok, oui vraiment effectivement. d'accord, d'accord. Et alors, qu'est-ce que ça apporte, tous ces outils de gamification? Bah, du coup, effectivement, la gamification, on en parlait un peu en introduction, en fait, de manière globale. Il y a on parle de stratégie d'engagement, on parle de motivation au sens large quand on parle de gamification. Donc, nous, on fait le détour pas mal de s'inspirer des jeux, de ce qui marche dans les jeux. Mhm. Mais en fait, hein, au global, on est sur tous ces sujets où on est bloqué parce qu'on a du mal à remotiver les gens à revenir sur une plateforme, un e-learning ou quelque chose comme ça, à faire des exercices pour mettre en pratique, à réellement passer à l'action sur des questions, par exemple, d'écologie ou de petits gestes. Voilà, il y a plein de. Donc, effectivement, la gamification, c'est une façon, bah, en fait, sur tous les sujets dans la vie, on dit, j'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce pour m'aider à me motiver à. En fait, la plupart du temps, hein, sur ces sujets-là, l'utilisateur, il sait, enfin, en tout cas, c'est les sujets les plus sains, l'utilisateur, il sait que ça serait mieux pour lui de le faire, mais ce n'est pas toujours facile de se motiver à le faire. Donc, c'est vraiment, finalement, une Mm. aide à la motivation. D'accord, ok. Et alors moi, j'ai une expérience avec une application que j'utilise avec des clients en formation où dans l'application, donc c'est pour leur faire faire des petites tâches, en fait, hein, des petites actions suite à des formations. Et dans l'application, il y a des petits jeux. Ils marquent des points, il y a des scores, il y a les petites licornes qui passent en volant. Enfin, bref, voilà, il y a les petits challenges donc qui donnent un petit peu de gamification, effectivement, hein, par équipe, enfin, etc. Donc ça marche un petit peu comme un jeu vidéo, entre guillemets. Et moi, je me heurte à des personnes qui n'aiment pas du tout, par contre, cet aspect-là, parce qu'elles trouvent que ça donne un aspect un peu de compétition. Et il y a certaines fonctions dans les entreprises où autant les commerciaux, ah, vas-y, on y va, il faut qu'on soit les meilleurs, autant d'autres secteurs de l'entreprise, les caractères sont peut-être un petit peu moins compétitifs et ils apprécient pas trop cet aspect-là. Donc, comment on gère ça? Ouais, bah en fait, je pense que tu te heurtes aussi selon comment c'est conçu, etc. Alors, il y a une taxonomie, même si elle n'est pas parfaite, que les Mm. gens aiment bien, qui est la taxonomie de Bartol, qui vient dire dans les jeux, il y a des gens qui aiment la compétition, justement, il y a des gens qui aiment juste être là pour jouer avec des amis, il y a des Ouais. gens qui sont juste là pour voir comment marche le jeu, et puis d'autres
et d'autres aussi qui sont là pour collaborer avec d'autres, etc. Enfin, voilà, on a plein de motivations assez différentes dans les jeux et effectivement, dans ce que tu m'as décrit, il y a beaucoup de progression, de compétences, de barres, de choses comme ça, de petits points, etc. Ça va parler à un certain nombre de gens. Mm, mm, D'ailleurs, moi, je fais attention parce que moi, ça ne me parle pas forcément énormément, en tout cas sur des contextes pro, mais en fait, on se rend compte à chaque fois que dans les publics, bah, c'est quand même, il y a une partie de la population qui va être motivée par ça. ouais. Je pense une des astuces qu'on a souvent, c'est d'utiliser plusieurs leviers de motivation. Par exemple, Mm, euh, moi, j'ai des formations où on m'a mis en binôme pour faire la formation, parler de l'avancée, etc. Ça peut être en plus grand groupe, un peu comme une guilde dans un jeu. On est toujours potentiellement, en tout cas, sur des idées qu'on aurait pu avoir avec la gamification, mais déjà, ça ressemble plus à un jeu. En tout cas, ça ne fait mm, pas penser à l'apprenant tout de suite, ouais. c'est un jeu. Et d'ailleurs, on a des applications, on a un degré, en fait, dans les systèmes gamifiés, il y en a qui montrent vraiment qu'ils sont gamifiés et qui, du coup, c'est un peu un argument, et il y en a surtout qui ne le disent pas. Et en fait, Mm, parfois, moins le dire, moins le montrer, ça marche aussi. Effectivement, hein, les points, les badges, etc., ça peut crisper. ouais. Et après, effectivement, on est toujours aussi sur cette adaptation précise au public de comment on fait. Effectivement, j'en sais rien sur des publics, par exemple, nous, on a eu le cas sur des publics en reconversion. Bah, souvent, c'est rarement ou en difficulté scolaire, bah, voilà, aller appuyer sur le levier compétition, c'est pas une bonne idée. Mm, Il vaut mieux jouer sur l'entraide, jouer peut-être sur la progression personnelle. ouais. Mais voilà, donc ouais, ça m'étonne pas trop. Et c'est Mm, aussi souvent dans les critiques qui peuvent être faites à la gamification, c'est qu'on a vu énormément de badges, de points, de tableaux de classement partout, ce qui ne sont pas des mauvais outils, hein, mais qui ont été vus partout, qui ont des effets de bord et qui ne sont pas toujours les bons outils à utiliser. mm, mm, mm. Et alors, du coup, comment on adresse? Parce que ces outils sont quand même faits pour atteindre enfin, tout un public. On ne refait pas l'application à chaque fois qu'on a un nouveau client pour peut-être cacher la partie jeu à ceux qui n'aiment pas trop. Alors, comment est-ce qu'on peut s'adapter en tant que, bah, je sais pas, créateur d'une application pour que on arrive quand même à toucher un public qui serait moins sensible à cet aspect compétition? Ouais. Bah, déjà, là, nous souvent, c'est c'est un peu facile, mais effectivement, nous, souvent, on intervient plutôt en phase de conception pour Mm, pouvoir un peu anticiper ce genre de choses. Maintenant, dans la conception, dans l'itération, dans des choses comme ça, on peut en faire aussi quelque chose de plus optionnel. Ça, c'est une option. On peut aussi, et c'est important dans ce genre de cas aussi, le reconnecter beaucoup au sens et à pourquoi on fait ouais, ça. Parce ouais. qu'en fait, effectivement, si on me dit ah bah, je gagne des points, je gagne des niveaux et machin, mais en fait, j'étais venu pour apprendre des choses concrètes pour mon métier, bah, c'est aussi important. Nous, c'est un de nos leviers, le sens. Et c'est aussi pour rappeler aux gens qu'un gros facteur de motivation des personnes, c'est aussi juste pourquoi, le sens, le contexte, pourquoi elles sont là. Donc, c'est aussi dire, parfois, on peut même expliquer pourquoi c'est en place, un peu, Mm, potentiellement, hein. Donc, ça peut. Euh, je pense que de toute façon, on a beaucoup cette discussion avec les jeux en facilitation, justement. Euh, je pense qu'il ne faut jamais trop forcer le trait si quelqu'un n'a pas envie d'aller dans un icebreaker, si quelqu'un n'a pas envie, je fais ces petits jeux là mm, pour démarrer, etc. Euh, Ça ne sert à rien de forcer. À la limite, il faut laisser le groupe faire, voir s'il va dedans derrière. Mais je pense qu'effectivement, de toute façon, comme dit, on le dit aussi, si c'est sain et fait de bonne façon, c'est des aides à la motivation. Ça ne doit pas enlever le fait que la formation est ouais. bonne, que quelqu'un qui dit, moi, je n'ai pas besoin de ça pour. Voilà. Et moi, j'aime bien dire, effectivement, laisser ces gens prendre un pas de recul sur des choses physiques, par exemple, pour pas que ça casse l'énergie du Mhm, groupe aussi par mm, rapport à l'exercice ou l'outil. Mais voilà, moi, je ne pense pas qu'il faut absolument embarquer dans le jeu des gens qui ne veulent pas y aller, quoi. ouais, On en ouais, aura ouais, ouais. toujours. Oui, c'est certain, c'est certain. Après, effectivement, si l'entreprise met en place une application pour tous les salariés et qu'il y a une partie qui n'aime pas l'application parce qu'il y a trop de jeux, enfin, ou d'aspects trop gamifiés, effectivement, ça peut être plus compliqué après à s'adapter. Mais c'est un vrai sujet, hein. On a Ouais. souvent cette question du dosage de c'est quoi, Mm. combien, trop, pas Ouais. assez. Et parce que souvent, on a cette discussion dans des sprints de dire ah ben on a mis beaucoup moins qu'on pensait, mais en fait, moins, c'est parfois mieux Ouais. dans la gamification parce que justement, on a ce décrochage des gens qui disent bah, j'étais pas venu pour jouer aux jeux vidéo en fait aujourd'hui, quoi. Oui, oui, non, mais ça, je l'entends bien.
Ok, ok. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces ateliers de co-conception? Bah, ouais. Un des trucs, moi, si c'est quelque chose qui vous fait envie, etc., moi, Ouais. je pense que c'est un truc à aller expérimenter. Moi, un des formats que j'aime bien, c'est Muséomix, entre autres, hein, où on embarque les gens 3 jours dans un musée. Alors, Euh, raconte-moi ça, parce que j'ai vu passer un post sur ton profil sur Muséomix. Raconte-nous tout. Ouais, bah, Muséomix, en gros, enfin, c'est plusieurs assos maintenant qui existent depuis 10 ans et on est vraiment, même plus de 10 ans, sur justement, on emmène des équipes pluridisciplinaires. Donc, il y a des graphistes, il y a des gens qui aiment bien fabriquer, il y a des spécialistes des musées pour venir dans un musée, le découvrir le vendredi et le dimanche à 16 h, ils ont produit un prototype, donc un truc imparfait, parfois avec du carton, de l'électronique, des choses qu'on a peintes. Mais voilà, quelque chose qui fonctionne, en tout cas, qu'on peut tester, qu'on présente au public à 16 h. Par exemple, on va se dire, tiens, telle, ouais, telle partie du musée, ça raconte, par exemple, l'histoire des femmes dans la région. Et en fait, on a envie de leur donner la parole. Bon, bah, il y aura peut-être un dispositif où les visiteurs peuvent vraiment dialoguer, parce que nous, dans la visite guidée qu'on aura eue, on nous aura parlé de toutes ces choses-là qu'on ne voit pas quand on est simple visiteur. Et nous, on va faire un dispositif qui permet de le comprendre interactivement le dimanche à 16 h. Comment on fait ça? Ben, en fait, on a plein d'outils de prototypage, fabrication, donc un atelier de fabrication, un Fab Lab, et surtout, enfin en tout cas la partie qui nous intéresse pas mal aujourd'hui, un facilitateur qui va être là dans chaque groupe pour proposer justement un processus qui va de comment on va figer notre intention à ensuite, comment à la fois, par moment, on cherche des idées et puis on les coupe aussi parce que bah, le samedi, par exemple, il faut commencer à faire des choix pour fabriquer, quoi. Et en fait, effectivement, pourquoi je disais ça? Vous avez pas mal de formats, pas mal de choses qui existent, mais effectivement, de le vivre, ce processus de co-design, je dis souvent, il y a ce lâcher-prise, il y a ce fait de faire, il y a quand même, et en particulier quand on l'anime, hein, moi, je sais que ça marche et je suis assez confiant qu'on retombe sur nos pas, mais je sais aussi qu'il y a un énorme creux au milieu où, en fait, surtout quand on creuse bien les sujets, on tire, où en fait on est perdu, généralement on a déboulonné quelques points de repère, c'est le but si on veut sortir quelque chose d'intéressant au bout, mais en fait ça peut faire flipper, quoi. Et en fait moi je sais qu'avec le bon groupe, le bon process, etc., on retombe sur ses pattes. Donc c'est pour ça qu'effectivement je dis souvent aller l'expérimenter dans différents formats. Il y a pas mal des petits ateliers de design thinking, effectivement des choses comme Muséomix. C'est un bon point pour y aller. Après, il y a de la littérature sur le sujet, il y a pas mal de choses qui existent. Moi, j'ai fait des petites vidéos aussi sur la chaîne YouTube de Feedback sur qu'est-ce qui se passe dans un sprint gamification où je parle justement de petits points précis comme ce fameux creux, comme ces histoires d'outils, etc. Donc voilà, mais vraiment, effectivement, je trouve on est beaucoup plus à l'aise quand on a une fois vécu le process pour l'animer, parce que quand les participants ont peur, au moins nous, on n'a pas peur parce qu'on sait que ça va retomber. Donc ça aide beaucoup. Ok, très bien. Bah, écoute, c'est très très intéressant comme expérience. Et donc, ça se fait un peu partout en France, ce type Ouais, du coup, de... c'est vrai que Ouais. effectivement, bah là, c'est en novembre, donc chaque année, on va avoir un peu partout en France et dans le monde des musées qui vont faire Muséomix pendant 3 jours. Voilà, pour 2022, moi, je serai en Normandie. Et puis après, chaque Mm, année, ça change un petit peu. Et d'accord. donc, ça se trouve sur le site de l'ASSO avec pas mal d'expériences et de lieux assez variés, hein. J'ai fait du jardin botanique au musée de sciences de l'université, à une villa d'un armateur. C'est aussi ce qui est sympa, c'est qu'on découvre Effectivement. des choses très, très, très variées. Ok, d'accord. Et donc là, n'importe qui peut s'inscrire pour tester. Effectivement, ouais. Ouais, ouais, D'accord, ok. yes. Et Très puis, intéressant. Ouais. contacter les communautés locales aussi, Ouais. parce que même s'il n'y a pas de musée mix tout de suite, bah, en fait, elles font déjà des choses, elles préparent l'année suivante, elles réfléchissent à des ateliers, puis elles connaissent bien ces sujets de co-design et les événements en rapport aussi. Ok, très bien. Bah, écoute, c'était très très intéressant, Michael. Bah, on arrive à la fin de cette interview, sauf si tu as encore d'autres choses à nous proposer sur comment est-ce qu'on conçoit ces stratégies avec nos clients. Non, c'est bon? Non, non, bah moi je vous incite vraiment juste À à faire le tester. pas de le faire, parce Ok. que ça change pas mal de choses. En tout cas, ça donne envie. Ça donne envie.
Alors, on va finir cette interview par les trois questions obligatoires, comme à chaque fois. Déjà, est-ce que tu peux nous parler d'un livre que tu nous recommanderais, un livre qui te suit un peu partout? Ouais, bah alors je réfléchissais un petit peu. Effectivement, bah, sur ces questions de co-design, justement, moi, je me base beaucoup sur les méthodos du design sprint, etc. Donc, je triche. Il y a le bouquin Sprint qui existe, qui est l'officiel, mais en vrai, moi, le livre que j'avais envie de vous conseiller, c'est un petit livre qui s'appelle Le design sprint en pratique, qui a été Ok. écrit par Pauline Thomas du Laptop, donc qui a un endroit de formation au design et puis de la diffusion de la culture du design et qui est intéressant parce qu'en fait, justement, le en pratique est important, c'est qu'il vous explique comment créer des formats en 2 jours, comment avoir des choses plus simples, plus pragmatiques, plus adaptées que des choses où vous allez lire, ben, on est Google et on a 5 jours et des moyens illimités pour faire un sprint. Ouais. Donc voilà, je mets quand même un petit warning, c'est quand même un livre plutôt pour quelqu'un qui a déjà une pratique de la facilitation, qui a déjà été regarder les choses parce que il réexplique pas tout. Euh, Mhm. donc Ok. c'est bon à savoir. D'accord, très bien. Donc, merci pour ça. Maintenant, un petit proverbe, un mantra, une petite phrase qui te suit. Ouais, bah, je réfléchissais à un des auteurs que j'aime bien, c'est Bernie Dekoven. C'est quelqu'un qui a beaucoup, alors on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui a beaucoup travaillé sur le play. Donc, c'est vraiment le côté plus exploratoire du jeu, moins le côté d'ailleurs gamification que le Mhm. côté comment on y va. Et une citation que j'aime bien, c'est plus facile de changer le jeu que de changer les gens qui y jouent. Et en fait, qui dit, bah, en fait, parfois, quand on a un cadre, quand on a quelque chose, si vous avez un jeu qui vous paraît pas du tout adapté, bah, en fait, Mhm. vous avez le droit de changer les règles, de bidouiller des trucs, etc. Et en fait, ça fait beaucoup écho à ce qu'on fait bah, dans mon métier, parce qu'on est souvent en train de triturer des systèmes compliqués Mhm. où il y a un tas de données, de gens, de choses dedans. Et en fait, on essaie de trouver les bonnes règles du jeu pour avoir quelque chose qui soit bien pour tout le monde à la fin. Ok, super. Et puis la dernière petite question qui est un outil d'efficacité, une petite technique que tu utilises quasiment tout le temps. Ouais, bah, un outil d'efficacité. je- moi, j'en ai un basique, mais qui m'a quand même rendu pas mal de. Parce que j'ai eu une période, c'était comme ça que j'avais découvert ce que tu faisais à l'époque. Je m'intéressais beaucoup à ces outils. Et vraiment, la règle de si ça prend moins de 2 minutes, faites-le Mhm. plutôt que le mettre dans une liste, dans je ClickUp, dans je ne sais quoi, etc. Franchement, elle m'aide beaucoup de dire faut arrêter de faire des listes de tâches, de trucs, etc., de trucs qui en fait sont réglés tout de suite, quoi. Donc, Ça, c'est un grand basique, effectivement. yes, Avec ça, on avance quand même beaucoup plus vite. Comme tu le dis, parfois, ça prend beaucoup plus de temps d'aller remplir sa to-do électronique plutôt que de faire l'action tout de suite ou de répondre à un mail en 3 secondes plutôt que d'aller le classer puis de se dire je fais une tâche derrière pour pas oublier. carrément. Effectivement. Ok, parfait, Michael. Alors, où est-ce qu'on te retrouve? Bah, le plus simple, hein, là où c'est LinkedIn, puisqu'on est beaucoup dessus, et puis je partage la plupart des choses que je partage, je les repartage, je rediffuse dessus, mais sinon, deux sites, feedback.io, donc feedback à A et K, pas de Mhm. C et un K à la fin, où vous allez trouver plus autour de la gamification, et j'ai un site plus personnel qu'on mettra, qui est michaelburov.fr, qui en fait va avoir une partie blog et va explorer de façon un peu plus large les sujets qui m'intéressent, donc aussi autour comment on construit des communautés, des choses autour de la Mhm. facilitation, des choses comme ça. Ok, super. Bah écoute, je mettrai tout ça bien évidemment dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Michael, pour cet échange extrêmement intéressant sur notamment la gamification, mais surtout la co-conception. Et ben, je te souhaite en tout cas une bonne continuation et puis j'espère que je vais pouvoir participer à un musée au Mix une fois pour voir un peu ce que c'est. Yes, bah, merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie. Et merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Productive You. Bye bye. Bye.